Bonsoir, merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. En pleine tension politique et sécuritaire au Liban, intervient la visite de l'émissaire iranien Ali Larijani, alors que le gouvernement libanais a réaffirmé sa décision de limiter la détention d'armes à l'armée nationale, suscitant la colère des partisans du Hezbollah. À Bagdad, le ton est ferme. Le président Joseph Aoun recevant le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, Ali Larijani, a réitéré une position claire. Pas d'armes en dehors de l'armée libanaise, pas d'ingérence dans les affaires internes du pays, tout en affirmant vouloir maintenir des relations d'amitié et de coopération avec l'Iran. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de respecter la souveraineté libanaise et de traiter avec tous les Libanais sans distinction confessionnelle. De son côté, Larijani a assuré que Téhéran ne souhaitait aucune perturbation dans ses relations avec le Liban et se tient prête à l'aider, notamment dans le domaine de la reconstruction. Il a salué le rôle du président Aoun dans la préservation de l'unité nationale. Depuis Ain el-Tiné, l'émissaire iranien Ali Larijani a réaffirmé le soutien de Téhéran au Liban, prônant l'unité nationale et le dialogue, tout en rejetant toute imposition de conditions extérieures. Il a visé implicitement le document américain adressé au Liban. « Nous ne sommes pas venus avec un plan. Nous respectons vos décisions », a-t-il affirmé. Il a par ailleurs exhorté à préserver la résistance, qualifiant Israël de prédateur face auquel le Hezbollah oppose sa force. Des propos qui s'inscrivent dans une tournée de reconstruction avec les principaux dirigeants libanais, dans un contexte régional tendu et sur fond de débat sur l'avenir des équilibres internes du pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à autoriser l'émigration à l'étranger des habitants de Gaza qui souhaitent fuir la guerre, tout en annonçant une nouvelle phase militaire pour prendre le contrôle de la Gaza-ville, suscitant de vives réactions internationales. Dans un territoire assiégé depuis plus de 20 mois, une nouvelle déclaration de Benjamin Netanyahou fait réagir. Le Premier ministre israélien affirme vouloir permettre aux habitants de Gaza qui le souhaitent de quitter l'enclave, y compris vers l'étranger. Comparant la situation à celle de la Syrie, de l'Ukraine ou de l'Afghanistan, Netanyahou estime qu'il est naturel que des civils quittent une zone de guerre. Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir, précise-t-il, affirmant discuter avec plusieurs pays d'accueil potentiels. En parallèle, le chef du gouvernement annonce la préparation d'une nouvelle phase militaire. L'armée israélienne veut prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins, des zones parmi les plus densément peuplées de l'enclave. Selon Netanyahou, les objectifs sont clairs: libérer tous les otages, vaincre le Hamas et parvenir à la phase finale de la guerre. Mais cette annonce suscite l'inquiétude. L'ONU prévient du risque d'une nouvelle calamité aux conséquences régionales graves. Plusieurs capitales expriment leur réprobation face à l'idée d'un déplacement massif de population et redoutent une aggravation de la crise humanitaire. Pour l'instant, aucun calendrier n'a été révélé pour cette nouvelle offensive. Au cœur des combats et des négociations internationales, les 2 millions d'habitants de Gaza restent pris entre guerre, siège et incertitude sur leur avenir, alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient sans encore aboutir. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis intensifient leurs efforts pour obtenir un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, alors que les bombardements israéliens s'intensifient sur la ville de Gaza et que la situation humanitaire, qualifiée de famine par plusieurs pays, atteint un seuil critique. À Gaza, le bruit des explosions ne faiblit pas. Pour le 3e jour consécutif, les quartiers de Zaytoun et Sabra subissent des frappes israéliennes intenses, visant selon la défense civile palestinienne des habitations civiles. La défense civile déplore 33 morts, alors que de nombreuses victimes restent coincées sous les décombres, inaccessibles à cause des tirs continus. Face à cette escalade, l'Égypte annonce travailler activement avec le Qatar et les États-Unis pour remettre sur les rails un plan de cessez-le-feu de 60 jours. L'objectif, libérer une partie des otages israéliens, échanger des prisonniers palestiniens et acheminer sans restriction l'aide humanitaire et médicale.
Une délégation du Hamas menée par Khalil El-Hayya doit discuter au Caire de ce que les médiateurs qualifient de nouvelles propositions globales, la libération en une seule fois de tous les otages encore détenus à Gaza. 22 mois après le début de la guerre, la pression monte sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il affirme contrôler 70 à 75% du territoire de Gaza et promet de poursuivre l'offensive pour démilitariser l'enclave. Sur le plan humanitaire, l'ONU alerte sur le risque imminent d'une famine généralisée. L'Union européenne et 24 autres pays parlent d'une famine en cours et appellent à agir de manière urgente pour y mettre fin. Depuis le 7 octobre 2023, le conflit a causé la mort de plus de 61 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et plus de 1200 victimes côté israélien. Alors que les négociations reprennent au Caire, l'enjeu est de taille. Mettre fin, ne serait-ce que temporairement, à un conflit qui dévaste vie et espoir de part et d'autre de la frontière. Au Soudan, la guerre et la saison des pluies aggravent une épidémie de choléra qui frappe durement les camps de déplacés de Tawila, dans le Darfour Nord, où des centaines d'enfants sont menacés et où l'accès à l'eau potable et aux soins reste quasi inexistant. À Tawila, au cœur du Darfour Nord, le choléra s'invite dans chaque geste du quotidien. Boire, cuisiner, laver, tout devient une menace. Privés d'eau potable et d'hygiène, des centaines de milliers de déplacés survivent comme ils peuvent. Certains, comme Mona Ibrahim, mélangent du citron à l'eau contaminée, espérant éviter la maladie. Premier foyer détecté début juin dans le village de Tabit. En 2 semaines, l'épidémie a explosé. Plus de 1500 patients pris en charge par Médecins sans frontières le mois dernier. L'UNICEF alerte 640 000 enfants de moins de 5 ans menacés rien que dans Darfour Nord. Pas de savon, pas de toilettes. Les enfants défèquent à l'air libre, attirant mouches et maladies. Nous n'avons rien, pas même de couverture, témoigne Fatna Issa. Déplacée depuis plusieurs mois, face à l'urgence, MSF ouvre un centre de 160 lits bientôt porté à 200. Mais déjà, les structures sont submergées. Acheminer de l'aide est un défi. Les convois sont bloqués par les groupes armés et les pluies rendent les routes impraticables. Depuis 1 an, près de 100 000 cas de choléra recensés au Soudan. À Tawila, les déplacés redoutent que la prochaine inondation n'apporte une nouvelle vague mortelle. Berlin, Londres et Paris menacent de rétablir toutes les sanctions internationales contre l'Iran si aucun accord sur le nucléaire n'est trouvé d'ici fin août. Un ultimatum adressé à l'ONU dans un contexte de tensions accrues. C'est un avertissement clair adressé à Téhéran. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France annoncent qu'ils sont prêts à réactiver l'ensemble des sanctions internationales contre l'Iran si les négociations sur le programme nucléaire n'aboutissent pas d'ici la fin août. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les 3 ministres des Affaires étrangères rappellent leur engagement en faveur d'une solution diplomatique, mais préviennent, sans progrès concret ou prolongation de l'échéance, ils enclencheront le mécanisme prévu par la résolution 2231. Leur décision s'appuie sur des violations répétées des engagements pris par l'Iran. Selon eux, Téhéran dispose aujourd'hui d'un stock d'uranium enrichi plus de 40 fois à la limite autorisée. Cet ultimatum survient 2 mois après des frappes israéliennes et américaines contre des sites nucléaires iraniens qui ont mis un coup d'arrêt aux négociations déjà fragiles entre Téhéran et les Occidentaux. L'Iran avait alors suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le ministre iranien des Affaires étrangères a confirmé la venue d'un haut responsable de l'AIEA pour tenter de relancer un cadre de coopération. Mais dans un courrier adressé à l'ONU, Abbas Araghchi a jugé que les Européens n'avaient aucune légitimité pour réactiver les sanctions, une affirmation balayée par Berlin, Londres et Paris, qui assurent être juridiquement fondés à agir. Les 3 pays rappellent qu'ils sont toujours attachés à l'accord de 2015, malgré le retrait américain en 2018. À moins de 3 semaines de l'échéance, la diplomatie internationale tente de sauver un accord clé pour la non-prolifération. Mais le compte à rebours est lancé et l'Iran, comme les Européens, joue désormais une partie à haut risque.
À 2 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, les dirigeants européens multiplient les échanges pour éviter un accord défavorable à Ukraine. Ils se sont adressés directement au président américain, espérant l'influencer avant sa rencontre avec le maître du Kremlin. L'Europe entre en action. Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Giorgia Meloni et d'autres dirigeants européens se réunissent en visioconférence avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Objectif, influencer la position du président américain à 2 jours d'un face-à-face historique avec Vladimir Poutine. Le sommet se tiendra vendredi à Alaska. Kiev et ses alliés craignent qu'un accord négocié directement entre Washington et Moscou ne conduise à des concessions territoriales forcées, alors que la Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien. Les discussions ont porté sur la pression à exercer sur la Russie, la préparation de futures négociations de paix et les garanties de sécurité à offrir à l'Ukraine. L'Union européenne insiste, seules des négociations dans un contexte de cessez-le-feu ou de réduction des hostilités sont acceptables. Reste à savoir si Donald Trump, qui promet de mettre fin au conflit en 24 heures depuis son retour à la Maison-Blanche, tiendra compte de ces appels. Réponse, peut-être à Alaska, où se jouera une partie décisive pour l'avenir de l'Ukraine. À Kiev, Vladimir Zelensky qualifie la rencontre à venir entre Vladimir Poutine et Donald Trump de victoire personnelle pour le président russe, tout en excluant tout retrait du Donbass. Sur le front, l'armée ukrainienne fait face à de nouvelles avancées russes à l'approche du sommet prévu en Alaska. À quelques jours d'un sommet historique en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Volodymyr Zelensky hausse le ton. Pour le président ukrainien, cette rencontre représente déjà une victoire personnelle pour le dirigeant russe qu'il accuse de sortir de son isolement diplomatique. Organisée à Alaska, cette réunion devrait aborder les pistes d'un accord de paix. Parmi les scénarios évoqués par Washington, des échanges de territoires, une proposition immédiatement rejetée par Kiev et ses alliés européens. Zelensky l'affirme, pas question pour l'Ukraine de se retirer de l'est du pays. Le Donbass, qui inclut Donetsk et Lugansk, est selon lui un rempart stratégique contre de futures offensives russes. Sur le terrain, Moscou affirme avoir progressé d'environ 10 km dans certains secteurs, notamment au nord-est de Pokrovsk. Des avancées que Kiev qualifie de temporaires, affirmant que certains groupes russes ont déjà été détruits ou faits prisonniers. Cette dynamique inquiète les capitales occidentales qui craignent qu'un accord conclu sans Kiev ne force l'Ukraine à céder des territoires. Donald Trump, de son côté, dit vouloir mettre fin à la guerre, tout en évoquant publiquement la possibilité d'échanges territoriaux. Le président ukrainien met en garde. Céder aux exigences de Moscou, retrait des troupes ukrainiennes, abandon de l'adhésion de l'OTAN, serait inacceptable. Kiev réclame au contraire le départ complet des forces russes et des garanties sécuritaires solides. Alors que les combats se poursuivent et que les pertes s'alourdissent, les regards se tournent vers Alaska où se jouera peut-être l'une des négociations les plus déterminantes depuis le début de la guerre. Et en note finale, à Tripoli, Mohamed Ash'ar, dernier artisan libanais, a fabriqué des tarbouches pour lutte pour préserver un savoir-faire hérité de l'Empire ottoman, menacé par la crise économique et la disparition progressive de cette tradition. Dans les ruelles animées du vieux souk de Tripoli, un petit atelier résiste au temps et aux modes. Ici, Mohamed Ash'ar fabrique encore à la main un symbole d'élégance et d'identité, le tarbouche. Rouge vif, bordeaux, vert ou noir, orné de broderies ou de cèdre libanais. Chaque pièce est unique. Mohamed perpétue un métier transmis dans sa famille depuis 125 ans, un savoir-faire qu'il a perfectionné jusqu'en Égypte. Sous l'Empire ottoman, le tarbouche était obligatoire pour les dignitaires. Au Liban, il a longtemps été un marqueur social et même un langage non verbal. Incliné à gauche ou à droite, il pouvait exprimer séduction ou humiliation. Mais la crise économique, l'effondrement du tourisme et la tragédie du port de Beyrouth ont durement frappé cet artisanat. Les ventes se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main, 4 ou 5 pièces par mois contre des dizaines autrefois. Les rares clients sont désormais des troupes folkloriques, des chers ou quelques nostalgiques des traditions.
Pourtant, Mohamed refuse d'abandonner. Je sens que mon âme est liée à ce métier. Tant que je pourrai travailler, je fabriquerai des tarbouches, dit-il. À Tripoli, cet artisan incarne à lui seul un pan de l'histoire du Liban, un patrimoine fragile, mais qu'il continue de faire vivre, point après point, fil après fil. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes sur Télé Liban et bonne soirée à tous.